Bonjour à tous, je suis Landry Simo et je vais vous partager une décision personnelle qui va radicalement transformer la trajectoire de ma vie et j'ai l'expert bouleverser votre perception de l'éducation. Vous savez, hein, pendant des années, j'ai été professeur à l'université dans plusieurs pays et je sais que quand je dis ceci, il y en a d'entre vous là qui vont se dire mais il allait tout jeune, professeur dans plusieurs pays, dans plusieurs universités, plusieurs années. Oui, j'ai commencé relativement tôt parce que très tôt dans ma vie, j'ai fait des sacrifices parce que je savais que je voulais être enseignant, professeur à l'université et permettre aux jeunes, permettre aux personnes qui n'étaient pas nées avec des cœurs en or dans la bouche, de pouvoir se permettre des ambitions, de pouvoir se permettre des vocations ambitieuses, de se permettre des rêves sans limite. Donc j'ai sacrifié ma jeunesse, mon enfance, à me concentrer sur cette mission. Donc j'ai enseigné pendant plusieurs années, j'ai vu des milliers d'étudiants arriver pleins d'espoir, j'ai vu des parents investir tout ce qu'ils avaient pour leur avenir, donc l'avenir de leurs enfants. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire quelque chose qui, pour beaucoup d'entre vous, sera choquant. Mais mon but n'est nullement de choquer quiconque, mais simplement de partager des vérités que tout le monde devrait savoir sur le système éducatif, sur ce qu'il est en train de devenir. Le système éducatif est dysfonctionnel. Je dis bien dysfonctionnel. Et c'est un euphémisme que de le dire. Ce n'est pas juste une petite faille par-ci, une petite fissure par-là. Non, c'est une faille profonde, une faillite. Je vais vous expliquer pourquoi, en commençant par la vérité la plus dure à avaler. L'éducation est devenue un lieu, un temple d'endoctrinement et également un commerce. Bon, ça, surtout le côté commerce, je ne l'ai pas découvert aujourd'hui. Ça fait partie des failles de ce système qui me mettait déjà mal à l'aise depuis quelques années. Mais j'essayais de supporter cela jusqu'à ce que ce système commence à s'attaquer aux enfants et comme ça à les mettre en danger à travers des manœuvres d'endoctrinement insupportables, inadmissibles. Donc, ce système qui est normalement censé protéger et forger nos enfants s'est attaqué à mon fils, tout comme il le fait à de milliers d'autres enfants. Et donc, ceci a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ça, je vais essayer de vous raconter toute l'histoire posément, dans les moindres détails, pour que vous compreniez vraiment les tenants et les aboutissants de cette décision radicale que j'ai prise. Et vous verrez, c'est insupportable ce que devient l'éducation. Je ne peux pas rester complice de ce système. Je ne peux plus rester complice. Si je ne posais pas sans cesse des questions à mon fils, à mon petit garçon, au sujet de ce qu'ils font à l'école pendant toute la journée, et ceci dans les moindres détails, je ne serais pas au courant de ce que je suis sur le point de vous raconter dans cette vidéo. Et je n'aurais certainement pas pris la décision de le sortir de l'école pour m'occuper moi-même de son éducation. C'est une décision radicale, puisque j'ai également décidé de quitter mon poste de professeur à l'université, parce que je ne peux pas rester complice de ce système. Vous comprendrez à quel point il est nécessaire de toujours demander aux enfants, donc à vos enfants, ce qu'ils font à l'école. Vous le comprendrez. Mais avant de vous expliquer l'histoire de mon fils, je vais déjà de manière un peu structurée, hein, je vais essayer de structurer cette vidéo quand même, vous expliquer toutes les failles inadmissibles de ce système que j'ai découvert de l'intérieur depuis que j'en fais partie comme professeur à l'université. Donc, je vais d'abord vous parler du côté marchandisation de l'éducation. Je dis bien marchandisation, rien que cette expression est choquante. Les écoles sont des commerces. Les écoles de commerce ne sont pas des écoles, mais plutôt des commerces à l'école. Les business schools sont des school business.
Il faut vraiment qu'on le comprenne. Quand vous inscrivez votre enfant à l'école ou même à l'université, vous pensez qu'il s'agit d'un espace de savoir, un espace de croissance, un espace de construction d'un avenir. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'institutions voient avant tout en votre enfant un client. Les universités admettent des étudiants qui ne sont parfois même pas qualifiés pour suivre les cours, simplement parce que, eh bien, ils paient des frais de scolarité. Il faut le comprendre. Et ces frais, ils explosent d'année en année, alors que la valeur réelle des diplômes, elle décline. La qualité de l'éducation dégringole. Pire encore, les diplômes eux-mêmes sont devenus des produits de luxe. Les diplômes sont devenus des produits de luxe. Vous connaissez ces universités qu'on qualifie de prestigieuses, hein, qui font rêver tout le monde. Oxford, Cambridge, Harvard, et j'en passe. Elles vous vendent un statut. Elles vendent un statut, mais pas une éducation. En réalité, si vous cherchez vraiment à acquérir des compétences, vous pouvez apprendre exactement la même chose. Vous pouvez acquérir exactement les mêmes compétences dans une université beaucoup moins connue. J'ai eu personnellement en master des étudiants qui avaient obtenu leur licence dans des universités prestigieuses et d'autres venant d'universités locales en Afrique, en Asie, en Europe. Et devinez quoi, j'ai été surpris car une fois dans ma classe, leurs performances étaient souvent impossibles à distinguer les unes des autres. Donc j'avais littéralement du mal à pouvoir savoir qui était l'étudiant qui venait d'Harvard, de Cambridge ou de l'université de Chang, par exemple. Donc les gens doivent comprendre que la seule véritable différence entre Harvard, Cambridge et peut-être l'université de Chang ou l'université d'Aix-Marseille, c'est le réseautage. C'est le réseautage et quelques petits gadgets technologiques qui n'ont pas toujours de véritable valeur éducative. Il faut le comprendre. Et ça, ce n'est certainement pas à généraliser dans toutes les disciplines, mais en général, c'est la réalité. Le monde doit vraiment comprendre que ces universités dites prestigieuses ne sont que des machines à marketing qui, euh, qui utilisent des tactiques inavouables pour être perçues comme des universités exclusives, des universités qui ne prennent pas tout le monde. Et certaines de ces tactiques, vous le verrez, sont pleines de cynisme. Elles sont vraiment pleines de cynisme. Donc, je vais essayer d'aborder certaines de ces tactiques hein, si le temps ne le permet. Et puis, il y a ce que l'éducation fait à nos enfants. Vous savez, le système est conçu pour produire des travailleurs obéissants et non des penseurs indépendants. On a besoin de travailleurs obéissants. Les programmes sont pensés pour que les étudiants suivent des instructions, mémorisent des informations, des notions et surtout ne posent pas trop de questions. Ça, c'est un point central. Mais réfléchissez-y un instant. Est-ce vraiment ce que nous voulons pour nos enfants? Est-ce vraiment ce qu'un parent conscient veut pour son enfant? Un monde où leur curiosité naturelle est étouffée parce qu'ils doivent s'adapter à des tests standardisés, parce qu'ils ne doivent pas poser beaucoup de questions, parce qu'ils sont censés suivre des instructions et obéir. Parlons un peu des tests. Vous pensez qu'ils mesurent l'intelligence? Voici ma position là-dessus. Les tests mesurent la mémoire et non l'intelligence. Car la mémoire, c'est juste une béquille de l'intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence elle-même. Et pourtant, on fait passer ces examens comme s'ils étaient la seule preuve de valeur d'un enfant. Et quand ils ont de mauvais résultats, ils sont stigmatisés. Pourtant, c'est l'échec qui permet d'avancer dans la vie. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous qui influence ce que nos enfants apprennent à l'école? Les grandes entreprises, les multinationales. Elles dictent les curriculums pour s'assurer qu'il y aura toujours une main-d'œuvre formée
exactement comme elles le veulent, comme elles le souhaitent. Pas pour répondre aux besoins de nos enfants, mais pour satisfaire leurs propres objectifs, qui sont, j'ai pas besoin de le préciser, des objectifs égoïstes, centrés sur l'argent, sur la rentabilité, qui sont censés plutôt circuler leurs idéologies, mais qui ne forment pas les leaders, on forme des employés obéissants, des personnes qui vont permettre de véhiculer des idéologies. Et pendant ce temps, les enseignants, ceux qui sont censés être au cœur de ce système, sont complètement négligés. Dès l'école maternelle à l'université, ils sont mal payés, ils sont surchargés et souvent obligés de suivre des directives absurdes qui les empêchent d'enseigner réellement. Mais est-ce que vous savez ce que cela crée? Cela crée du burn-out. Ça crée du burn-out. Et au final, une qualité d'éducation qui en pâtit directement. Et donc des enfants qui sont des victimes de ce système dysfonctionnel. Et là, je vous parle surtout de la surface. Mais creusons un peu pour voir. À qui profite réellement ce système? Certainement pas aux familles modestes. L'éducation perpétue les inégalités. Les écoles d'élite sont accessibles uniquement aux riches et donc aux enfants de riches. Et pour les autres, c'est la débrouille. Comment est-ce que nos enfants peuvent avoir les mêmes chances quand, dès la base, tout est conçu pour privilégier ceux qui ont déjà tout, ceux qui sont nés avec une cœur en or dans la bouche? Et quand il arrive à ce système d'échouer, et croyez-moi, il échoue très souvent, mais que fait-il? Il le cache, il le dissimule. La triche est institutionnalisée. Dans de nombreux pays, les écoles et les universités manipulent les notes. Les notes sont manipulées. Ils couvrent les échecs et tout ça pour préserver leur réputation. Mais à quel prix? Celui de la vérité, celui de l'avenir de nos enfants, celui de l'avenir de notre monde. Vous voyez pourquoi je ne peux plus rester silencieux? Vous voyez pourquoi je ne peux plus rester complice de ce système en tant que professeur? C'est parce que ce n'est pas juste une question d'éducation, c'est une question de justice, c'est une question d'humanité, c'est une question de futur. Et vous savez ce qui me révolte le plus? Ce système détruit la créativité de nos enfants. Vous avez déjà vu un enfant de 4 ans ou même de 5 ans? Ils sont pleins de curiosité, ils sont pleins d'imagination. Mais donnez-leur quelques années dans ce système et regardez ce qu'il en reste. Vous serez surpris. Des études ont même montré que l'école tue la créativité, mais rien n'est fait pour résoudre ce problème. On leur apprend à se conformer, à s'adapter, à ne jamais sortir du cadre, à ne jamais sortir des sentiers battus. Mais le monde a-t-il vraiment besoin de plus de conformité? Ou est-ce qu'il a besoin de rêveurs, d'innovateurs, de rebelles? Mais attendez, ce n'est pas tout. Le système ne se contente pas de, de briser la créativité de nos enfants. Il leur enlève aussi l'accès à des compétences essentielles pour vivre dans le monde moderne. Parce que le but de l'école, c'est quand même de préparer les enfants, les élèves, à affronter la réalité de la vie. Mais ils sont formés pour un monde utopique. Et là, je parle de choses aussi fondamentales que la gestion de l'argent, par exemple. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que nos enfants passent des années à apprendre des théories abstraites, mais qu'on ne leur enseigne jamais comment gérer leur argent, comment gérer leur stress, comment gérer leurs émotions? Des notions simples comme le budget, l'épargne, ou même comment éviter de tomber dans les pièges des crédits à la consommation. Des choses aussi basiques que celles-là. Du coup, résultat, ils sortent de l'école ou de l'université complètement perdus face à des décisions financières de base qu'on aurait dû leur apprendre. Donc c'est un problème mondial. Et pendant que nos enfants apprennent des équations compliquées qu'ils n'utiliseront peut-être jamais de leur vie, hein, jamais,
Personne ne leur explique comment éviter de s'endetter à vie. Personne ne leur explique les compétences essentielles, l'intelligence émotionnelle, la créativité. Ben non. Et puis, il y a un autre problème qu'on aborde presque jamais, la santé mentale. Vous savez combien d'enfants souffrent d'anxiété ou de dépression à cause de la pression qu'on leur met, les crédits étudiants énormes qu'il faut payer. Pourtant, on a des travaux, on a des boulots qui bien, ne nous paient même pas de manière confortable, déjà si on a la chance de trouver un boulot. Et cette idée constante qu'ils ne sont jamais assez bons. Et pourtant, dans la plupart des systèmes éducatifs, on ignore totalement leur bien-être mental. Les écoles ne sont pas équipées pour gérer ce problème. Et pire encore, elles les aggravent souvent. Les enseignants, débordés, ne peuvent pas aider. Les parents se sentent impuissants. Voilà un peu le monde dans lequel on vit en ce moment. Et pour ceux qui n'arrivent pas à s'intégrer au système, ça c'est vraiment révoltant, on a une solution toute prête, les médicaments. Oui, dans de nombreux pays, on prescrit des médicaments pour gérer les enfants jugés trop turbulents ou inattentifs. On les appelle hyperactifs. Mais est-ce qu'on adapte les méthodes d'enseignement pour ces enfants-là? Non, point du tout. On préfère les rendre conformes avec des pilules. Cela me met vraiment hors de moi. Parce que ces enfants, souvent, ne manquent pas de potentiel. Mais pas du tout, ils sont pleins de potentiel, ces enfants-là. Ils manquent simplement d'un environnement qui, respecte leur manière d'apprendre. Et ce n'est pas si compliqué que ça de mettre à leur disposition ce genre d'environnement dont ils ont besoin pour vraiment s'épanouir sur le plan intellectuel. Et ça ne s'arrête même pas là. Regardez ce qu'on fait avec les activités extrascolaires et les classes préparatoires. Les élèves qui viennent de familles aisées peuvent se permettre des cours particuliers. Ils peuvent se permettre des sports, de la musique, des classes préparatoires. Mais toutes ces choses qui boostent un CV, toutes ces choses qui boostent une candidature à l'université. Mais que se passe-t-il alors des autres qui ne sont pas en mesure de se payer des classes préparatoires? Ils n'ont pas cette chance. Alors le résultat, même si vous êtes brillant, si vos parents n'ont pas les moyens, vous partez avec un désavantage énorme. Et ce n'est pas juste ça. Ça, vraiment, ce n'est pas juste. Et parlons d'injustice, il y a aussi la question des étudiants internationaux. Celle-là, alors, elle est vraiment écœurante. Elle est vraiment écœurante. Vous savez pourquoi les universités recherchent autant les étudiants internationaux? Ce n'est pas parce qu'elles veulent promouvoir la diversité ou même l'échange culturel, point du tout. C'est parce qu'ils paient des frais de scolarité beaucoup plus élevés. Et souvent, ces étudiants viennent de pays où leurs familles doivent se ruiner pour leur offrir cette opportunité d'études à l'étranger. Les familles se ruinent pour offrir cette opportunité aux étudiants. Ils arrivent avec de l'espoir d'un avenir meilleur. Mais une fois sur place, ils sont laissés à eux-mêmes. On ne les intègre pas, on ne les soutient pas, on les voit comme des vaches à lait pour financer le système. Ils sont traités comme des clients une fois que, il a réalisé un achat. Avant de réaliser l'achat, tu es roi, mais après l'avoir réalisé, tu deviens, je sais pas, un prince ou une princesse. Et pendant ce temps, les étudiants locaux se voient refuser l'admission parce qu'ils ne rapportent pas autant d'argent que les étudiants étrangers. C'est scandaleux. J'ai participé à des panels d'admission dans différents pays. C'est vraiment écœurant. Il est inadmissible que vous ayez des étudiants locaux qui se voient refuser une admission à l'université parce qu'on préfère les remplacer par des étudiants internationaux qui vont payer plus d'argent. C'est écœurant. Et même quand un étudiant parvient à obtenir son diplôme, que se passe-t-il ensuite? Vous pensez que ce diplôme garantit un emploi? Mais pas du tout. Il ne garantit pas un emploi. Comme je l'ai dit, les curriculums sont tellement obsolètes
que beaucoup de diplômés se retrouvent incapables de trouver un travail dans leur domaine de spécialisation. Et pourtant, on continue de vendre à tout le monde ce mensonge. Va à l'université et tout ira bien. Mais pour beaucoup, ça ne va pas du tout. Ils sortent avec un morceau de papier et une montagne de dettes qu'ils auront du mal à payer durant leur vie professionnelle. Et parlons des stages maintenant, ces fameuses expériences professionnelles qui sont souvent obligatoires. Parlons-en. Savez-vous que ces stages sont non rémunérés, dans certains cas, dans plusieurs pays? On demande aux étudiants de travailler gratuitement, souvent dans des conditions précaires, sous prétexte que c'est pour leur bien. Mais en réalité, ce sont juste des entreprises qui exploitent leur travail sans jamais les payer. Tu peux aller? Donc, go downstairs, ok? I'm coming back. Et donc, si vous avez un étudiant qui refuse de faire un stage, il ne peut pas valider son diplôme. Où est le choix là-dedans? Il n'y a pas de choix là-dedans. Et ça ne s'arrête même pas là. Saviez-vous que dans beaucoup d'universités, les enseignants eux-mêmes sont exploités? Des professeurs adjoints, les doctorants et même les chercheurs postdoctoraux. Postdoctoraux, ça veut dire qu'ils ont déjà obtenu un doctorat. Ils sont souvent mal payés, tout en étant sous une pression énorme pour publier des recherches. Et ces recherches, voilà un point qui m'a fait changer de direction d'ailleurs, on doit souvent payer pour les publier. Donc on doit payer pour publier nos travaux de recherche. Mais devinez quoi? Le public doit ensuite payer aussi pour accéder à nos publications. Donc, on travaille pour rien, on travaille gratuitement, on publie pour des entreprises et personne n'en profite vraiment. Vous trouvez ça normal? Je l'ai souvent posé cette question-là des recteurs. Ils ont eu du mal à me répondre. Je pense qu'ils sont, tout comme moi d'ailleurs, victimes de ce système. Et ce qui dérange encore plus, c'est que tout ce système est conçu pour exclure les parents. Oui, vous, les parents, qui voulez le meilleur pour vos enfants. Dans de nombreuses écoles, vos préoccupations sont ignorées. Si vous posez des questions sur le programme ou même sur les méthodes d'enseignement, on vous traite d'obstacles. Mais qui connaît mieux les besoins de votre enfant que vous-même, le parent? Mais qui? L'État? Point du tout. Ce système essaie de vous écarter comme si votre voix ne comptait pas. Il pense vouloir le bien de votre enfant mieux que vous. Mais c'est une aberration, c'est une affabulation. Et maintenant, on entre dans une zone encore plus sensible. Une zone où l'éducation cesse d'être un espace neutre pour devenir un champ de bataille idéologique. Un champ de bataille idéologique. Je ne parle pas de l'université seulement, même à l'école primaire. Et ce qui me choque, c'est qu'on impose ces batailles à nos enfants, souvent à leur insu et sans consulter leurs parents. C'est écœurant. Commençons par ce qui fait couler beaucoup d'encre, la confusion autour de l'identité de genre. Dans certaines écoles, on enseigne à des enfants aussi jeunes que 5 ou 6 ans qu'ils peuvent choisir leur genre, pas à travers des discussions nuancées ou adaptées à leur âge, point du tout. Tout est fait comme si c'était une décision simple, à prendre entre deux cours de dessin. Mais pourquoi leur imposer ça à cet âge-là, à un âge où ils apprennent encore à lire, à écrire, à comprendre le monde? Comment est-il possible de concevoir cela comme étant normal? Ne devrait-il pas être plus concentré sur leur développement, sur leurs rêves, sur leur curiosité naturelle? Et pendant ce temps, on ignore des compétences essentielles comme les mathématiques, l'intelligence émotionnelle et autres. On met l'accent sur des batailles idéologiques qui n'ont rien à faire à l'école. Du moins, à l'école maternelle, à l'école primaire. Elle n'a rien à faire à cette bataille. Je me demande comment un parent normalement constitué
peuvent vraiment s'asseoir et juger normal qu'on enseigne à des enfants âgés de 5, 6 ans qu'ils peuvent devenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent passer de filles à garçons selon le gré du vent sans que cela ne pose problème. Je me demande comment on peut trouver cela normal. Ce genre de bataille n'a rien à voir, n'a rien à faire à l'école. On ne doit pas exposer les enfants de cet âge-là avec à ce genre de bataille idéologique. Ça, c'est tout simplement du clientélisme endoctrinatoire. Il n'a rien à faire à l'école. Ce n'est pas ça la vocation de l'école. Ce n'est pas ça la vocation de l'école. Je me demande comment ces personnes-là qui, eh bien, ont des combats idéologiques à mener, dans quel intérêt, je ne sais pas trop, peuvent se dire qu'il est normal de ramener ce combat-là à ce niveau. Et si vous ne posez pas les questions à vos enfants sur ce qu'ils font vraiment à l'école, il y a des chances que vous ne sachiez même pas que ce genre de lavage cérébral se produit. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Donc, je suis vraiment scandalisé qu'on puisse exposer les enfants à ce genre de contenu. Et ce n'est pas un incident isolé, c'est un modèle global d'endoctrinement moral et même idéologique. Dans de nombreuses écoles, on pousse des idées politiques, on pousse des idées sociales, on pousse des idées culturelles spécifiques sans laisser les parents participer à ces décisions. Leurs valeurs traditionnelles, celles que les parents souhaitent transmettre, sont souvent étiquetées comme dépassées. Mais pourquoi cette guerre idéologique se joue-t-elle sur le dos de nos enfants innocents? Et surtout, à notre insu. Pourquoi ne pas respecter le droit des familles de guider leurs propres valeurs? Ou de les laisser explorer eux-mêmes ces notions-là quand ils seront grands, quand ils seront, on va dire, aptes de jugement. Et là, on arrive à un sujet encore plus grave, la sexualisation des enfants. Dans certaines écoles, des programmes d'éducation sexuelle introduisent des contenus explicites, parfois choquants, à des âges beaucoup trop précoces, à mon sens. En tant que parent, imaginez votre enfant de 8 ans, de 7 ans, exposé à des concepts que même des adolescents auraient du mal à comprendre. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on vous a consulté avant de leur renseigner ce genre de choses? Point du tout. Et ce qui est encore pire, c'est que ces contenus sont souvent présentés comme nécessaires ou éducatifs, alors qu'ils sapent le rôle des parents. Ils sapent littéralement le rôle des parents et créent une confusion inutile chez les enfants. Donc je pense que ce système, il doit se repenser. Et ce n'est pas seulement une question de contenu, c'est aussi une question de relation. Ce qui est vraiment surprenant d'ailleurs. Parce que dans beaucoup de ces cas-là, les écoles retournent littéralement les enfants contre leurs parents. Oui, certaines leçons enseignent aux enfants que, eh bien, leurs parents ont des pensées dépassées. Que leurs parents, leurs traditions, leurs croyances ne sont pas fiables. Qu'ils doivent se tourner vers l'école ou vers l'État pour trouver la vérité. Mais dans quel monde vivons-nous? Mais que reste-t-il quand on brise ce lien sacré entre un enfant et ses parents? Une société où les familles sont affaiblies et où les enfants sont vulnérables. Je pense qu'ils ne sont pas conscients du mal qu'ils sont en train de faire aux enfants et à la société tout entière. Et ça va encore plus loin. Les parents sont exclus. On ne vous consulte pas sur le programme, sur les méthodes d'enseignement, sur les valeurs inculquées à vos enfants. Vous n'êtes même pas informé d'ailleurs, puisque ça doit être des activités comme ça, fictives, qu'on introduit entre deux séances de dessin ou de cours de guitare. Et si vous osez poser des questions ou vous y opposez, vous êtes étiqueté comme problématique. Mais pourquoi? Pourquoi le système refuse-t-il de travailler avec vous, avec nous les parents? Alors que vous êtes ceux qui connaissez le mieux vos enfants. Vous êtes ceux pour qui l'intérêt de vos enfants compte le plus.
Et pendant que tout cela se passe, les écoles les plus prestigieuses créent ce que j'appelle une illusion de rareté. Elles rejettent des candidats qualifiés, pas parce qu'ils ne sont pas assez bons, pas du tout, mais pour maintenir une image d'exclusivité. Elles font croire que leurs places sont limitées pour augmenter leur prestige et bien sûr pour augmenter leur profit. Plus le bien est rare, plus il est sollicité, donc plus son prix augmente. Donc c'est un mensonge élaboré et pourtant des familles entières sont dettes pour accéder à ces institutions, pour coller après sous le poids de la dette et donc de la pauvreté. Mais il y a encore plus troublant, le lobbying politique qui contrôle les curriculums. Ce qu'on enseigne à vos enfants n'est pas décidé par des éducateurs, n'est pas décidé par des experts de l'éducation. Non, c'est souvent dicté par des groupes d'intérêt, c'est souvent dicté par des entreprises, c'est souvent dicté par des politiciens qui veulent s'assurer que leurs idées, leur idéologie, leurs valeurs dominent. Et devinez quoi? Les sujets qui ne sont pas rentables entre guillemets, ou les sujets qui ne servent pas leurs intérêts, sont purement et simplement écartés des programmes. Je pense qu'on doit laisser l'éducation faire son travail d'éducation. La politique, l'idéologie, ça peut rester dans la société, mais l'éducation, on doit laisser ça à part. Et tout ceci mène à une vérité encore plus douloureuse. Le système valorise l'obéissance par la curiosité. Regardez ce qui est récompensé à l'école de nos jours. Il faut suivre des règles, il faut respecter ce qui est normal, il faut rester silencieux, il faut faire ce qu'on vous demande de faire. Mais ne posez pas de questions. Osez penser différemment et vous devenez un problème. Mais le monde a-t-il besoin de plus d'obéissance ou a-t-il besoin de penseurs, de créateurs, de rebelles, comme j'aime à le dire, des rebelles positifs, de leaders capables de remettre en question le statu quo et de nous pousser et de pousser la société tout entière vers l'amélioration. Et c'est là que je me rends compte que je ne peux plus cautionner ce système. Je ne peux pas continuer à enseigner dans une institution, dans un système éducatif qui fonctionne de cette manière. Parce que ce système ne prépare pas nos enfants pour le futur. Il les prépare à suivre un chemin étroit, dicté par des forces extérieures, dicté par le clientélisme idéologique, au détriment de leur individualité, au détriment de leur potentiel, au détriment de leur bonheur. Vous savez, prendre cette décision n'a pas été facile, loin de là d'ailleurs. Ce n'est pas comme si j'avais rêvé quitter mon poste, de laisser ma carrière, cette carrière que eh bien, j'ai construite avec des années de travail, avec des années de sacrifice. Mais à un moment donné, j'ai dû regarder mon fils dans les yeux et me poser une question simple. Est-ce que je peux le confier à ce système, sachant que je sais parfaitement comment le système fonctionne? La réponse était négative, car dans confier, il y a confiance. Et je n'ai plus confiance en ce système qui a quand même fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est ce système qui m'a façonné, je dois tout à l'éducation. Mais je parle de ce système dans son ancienne forme. Je suis convaincu que je serais aujourd'hui un adulte sans boussole si l'éducation à mon époque était déjà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je suis sûr que je serais complètement désorienté. Et tout ceci m'a obligé à prendre une décision difficile, car pleine de conséquences multidimensionnelles dont je ne suis même pas certain de comment eh bien, je vais les gérer. Je ne suis pas certain de savoir comment je vais gérer ces conséquences. Mais c'était une décision nécessaire. Mon petit garçon, il a 5 ans. À cet âge-là, les enfants posent des questions innocentes, mais si profondes. Un autre jour, quand je l'ai informé de cette décision, il m'a demandé, mais papa, mais si tu m'enseignes tout le temps à la maison, comment on va gagner de l'argent pour manger? Moi, je n'ai pas d'argent pour te payer.
Donc il m'a dit ça, il n'a pas d'argent pour me payer. Parce qu'il sait que bon, quand j'enseigne à l'université, quand je donne des conférences, je suis payé. Mais je ne vous mens pas que ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Parce que je savais qu'en prenant cette décision, je mettais quand même tout en jeu. La sécurité financière, la stabilité, tout ce que j'avais construit pendant des années de travail acharné. Mais en même temps, je sais que je ne pouvais pas rester dans ce système qui brise les rêves des enfants, qui les réduit à des numéros, qui les réduit à des notes, qui les réduit à des produits, qui les réduit à des marionnettes idéologiques. Donc, je commençais à avoir un problème sérieux. Et ce n'est pas seulement pour lui que je le fais, c'est aussi pour moi-même. Parce que chaque jour où je restais dans ce système, je sentais que je devenais complice. Et ça me créait des soucis sérieux dans la tête. Je devenais complice d'un système qui valorise l'argent plus que l'apprentissage, qui préfère l'obéissance à l'innovation, qui transforme des enfants pleins de potentiel en adultes épuisés et même désillusionnés, qui les transforme en marionnettes, en vecteurs d'idéologie. Bon, c'est purement du clientélisme endoctrinatoire qui n'a rien à faire auprès des enfants de cet âge-là. Mais vous savez quoi, le plus dur, ce n'est pas de quitter ce système. Le plus dur, c'est de savoir que je vais devoir tout recommencer. Mais je suis prêt à le faire. Je vais devoir trouver comment lui transmettre les connaissances, comment lui transmettre les compétences essentielles, comment lui transmettre les valeurs dont il a besoin pour réussir dans un monde qui ne fera pas de cadeaux. On vit dans un monde qui ne fait de cadeaux à personne. Donc, je vais devoir réapprendre à enseigner, pas en suivant un programme imposé, mais en suivant ses besoins, en suivant ses questions, en suivant son rythme. Car ce n'est pas pareil d'enseigner des notions ultra techniques à des adultes à l'université que d'enseigner des notions, même toutes simples, à un petit enfant. Il est plus difficile et plus délicat d'enseigner des enfants. Ça, c'est ma position. Ça l'a toujours été depuis tout ce temps. J'ai toujours pensé d'ailleurs que on devrait exiger un doctorat pour enseigner à l'école maternelle et juste une licence ou peut-être un master pour enseigner à l'université. Parce qu'il est plus difficile, il est plus, euh, il est plus critique d'enseigner auprès de nos enfants qui ont des cerveaux encore, on va dire, complètement malléables. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'on devrait être le plus exigeant sur les compétences requises pour les enseigner. Il y a des pays qui l'ont compris d'ailleurs. Et pourtant, je n'ai aucun doute sur ma décision. Parce que je sais qu'en le faisant, je lui donne une chance de devenir lui-même. Pas ce que le système veut qu'il soit, mais ce qu'il a le potentiel d'être, ce qu'il décidera d'être. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ce que je fais, pas du tout. Mais je crois qu'il est temps qu'on commence à se poser les vraies questions. Il faut qu'on se pose les vraies questions. Que les parents, que les enseignants et même les élèves commencent à se demander à qui sert vraiment ce système et qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer. Parce que changer ce système, ce n'est pas une tâche facile, ce n'est pas une sinécure, je le conviens, j'en conviens sans aucun doute. Ça ne commence pas dans les autres sphères. Ça commence chez nous, avec nos choix, avec notre voix, avec le courage de dire, il y en a assez. Lorsque ces experts en lavage de cerveau verront qu'ils n'ont plus de personnes à endoctriner dans leurs écoles, peut-être qu'en ce moment-là, se remettront-ils en question. Ils ont vraiment besoin de ce choc. Ils ont besoin de ce genre de choc pour se rendre compte à quel point ils sont en train d'aller trop loin. Et j'en profite pour dire que vous devez absolument vous impliquer pleinement dans l'éducation de vos enfants. Posez-leur sans cesse des questions sur ce qu'ils font à l'école. Vous risquez d'avoir des surprises. Les parents doivent comprendre que l'éducation commence et finit à la maison.
C'est ce qu'il faut comprendre. Ne confiez plus vos enfants aux écoles, croyant que on va les façonner pour le bien de la société et pour votre bien. Je suis pas assez certain. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, pourquoi je parle, pourquoi je partage cette histoire, parce que je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que cette colère, cette frustration que vous ressentez face à ce système, je la ressens aussi. Bon, je me suis souvent demandé d'ailleurs si j'étais le seul à trouver cela anormal. Peut-être que c'était le cas, mais bon. Je pense que ensemble, on peut faire quelque chose pour mon fils, pour vos enfants, pour nous tous. Je suis désolé pour la longueur de cette vidéo, hein. J'avais prévu de faire une vidéo de 5 minutes au maximum, parce que je devais aller au sport, vu que compte tenu de ma tenue. Mais il est trop tard. Mais bon, je ne le regrette pas. Mais si cette histoire pousse ne serait-ce qu'une personne à devenir méfiant vis-à-vis de ce système, j'aurais fait une bonne œuvre. Je vous remercie.